Les objets connectés, il y en a des milliards. Ça peut être nos téléphones, les montres connectées ou même notre électroménager. C'est la capacité de rendre n'importe quel objet communicant pour que cet objet transmette des données. Ça peut être des données de santé, ça peut être des données de température, ça peut être des positions. Les objets connectés, ils sont dans nos vies quotidiennes. Ils ont aussi des applications dans des domaines scientifiques et aussi industriels. Il faut un réseau pour qu'ils puissent envoyer ces données. Aujourd'hui, il n'y a que 15% de la surface du globe qui est couverte par des réseaux télécoms. Les 85% restants, c'est ce qu'on appelle des zones blanches, les déserts, les océans, les vastes plaines, les forêts étendues, les pôles et les zones de montagne, mais même des villages dans des zones reculées en France. Pour mieux comprendre notre environnement et pour être capable de le protéger et également protéger les populations, aujourd'hui, on est de plus en plus dans la nécessité de pouvoir déployer des capteurs qui vont remonter des données environnementales, de remonter des données de santé qui vont permettre de remonter les données d'alerte. C'est des zones sur lesquelles il n'y a pas de réseau. Et donc, si jamais on veut déployer des objets connectés dans ces zones-là, la seule option, c'est d'utiliser le satellite. 26 novembre 65, l'heure est historique pour la France qui s'apprête à lancer son premier satellite. 2, 1, feu. À ce moment précis, la France rejoint les États-Unis et l'URSS et devient la troisième puissance spatiale du monde. Baptisé du nom du fils d'Éole aux yeux multiples, le programme Argos a été mis au point ces dernières années par le CNES, le Centre national d'études spatiales. Un programme qui collecte des données scientifiques, une collecte faite en n'importe quel point du globe. Argos a été une révolution en son temps, réservée à des cas d'usage pour des chercheurs, des océanographes. Mais les besoins évoluant, plus de données, plus fréquemment. Il y avait besoin de transformer le système. C'est vraiment ça la raison d'être de Kinéis. Apporter une solution de connectivité globale, simple d'utilisation, disponible pour tous, et sur des applications qui sont des applications importantes pour l'homme et ses activités. C'est ça la mission Kinéis. On va construire un système totalement novateur. Il a fallu chercher des solutions qui étaient totalement innovantes. On a fait beaucoup de choses, on les a défaites, on les a refaites. Le potentiel, il est sans limite. C'est une aventure extraordinaire pour moi. Je m'appelle Alexandre Tisserand. Moi, j'ai un parcours très ingénieur, en fait. J'ai passé un petit temps en Californie dans une start-up il y a quasiment 15 ans maintenant. Je suis revenu à Paris, j'ai fait un peu de cabinet ministériel. Et puis j'ai atterri à Toulouse il y a 7 ans, en fait 2017. Je cherchais quelque chose dans le numérique et puis le spatial, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. J'ai atterri chez CLS, qui est une entreprise qui travaille dans les services numériques au bénéfice de la planète, et qui notamment opérait le système Argos. Le système Argos, évidemment, c'est un programme très ancien du CNES pour suivre notamment des populations animales sur l'ensemble de la planète. C'est un système scientifique. Argos est typiquement la première mission Internet des objets, je peux dire, je pense mondiale d'ailleurs. L'objectif, c'était quoi? C'était de trouver un système de positionnement qui soit de taille suffisamment réduite pour qu'on puisse facilement se positionner sur le globe avec des systèmes satellitaires. À une époque où le GPS n'existait pas, et même l'idée du GPS n'existait même pas. Il y a eu les balises Argos qui ont permis justement de repérer les bateaux ou qui permettent de repérer les gens qui sont en détresse. Le sujet pour nous avec le système Argos, c'est que c'était des charges utiles très chères qui étaient embarquées sur des satellites d'opportunité, c'est-à-dire des satellites appartenant aux agences qui étaient en relation avec le CNES. Mais à partir de 2014-2015, on a vu que c'était plus suffisant et qu'il fallait passer à une constellation plus opérationnelle avec beaucoup plus de satellites et que pour faire ça, il fallait s'appuyer sur des satellites plus petits, beaucoup moins chers, plus faciles à fabriquer, pour lesquels on ne soit plus tributaire d'accords internationaux passés avec des agences, mais qu'on puisse contrôler notre destin. Pour moi, le New Space, c'est cette conjonction entre miniaturisation, innovation technologique et puis introduction de capitaux privés et puis financement de projets d'une façon un peu plus innovante. Et ça a vraiment bousculé nos façons de regarder le spatial. C'est les nouveaux capitaux qui arrivent, de nouvelles applications, un spatial qui se démocratise, qui s'ouvre. Il y a encore 20 ans, on était 5-6 agences dans le monde à faire du spatial et puis le reste, ça n'existait pas. Le CNES, lui, a réagi en tant qu'agence de recherche et a fait un petit satellite précurseur qui s'appelait Angels et qui a permis de montrer qu'effectivement, on pouvait lancer dans l'espace des objets qui étaient beaucoup plus petits qu'avant, beaucoup moins chers, qui permettaient de faire beaucoup plus et qu'on pouvait se baser là-dessus pour faire une constellation très opérationnelle et qui réponde aux besoins.
En développant Angels, on a franchi une première étape qui était importante, une démonstration technologique. Et derrière, l'idée, c'était qu'effectivement, un acteur privé se saisisse de ce nouvel objet miniaturisé, de ce nouveau satellite, bas coût, qu'il en fasse une constellation qui permettrait de répondre à la mission Argos, mais pas que. On fait des levées de fonds, on crée une start-up et puis on imagine un business. En 2017, Alexandre Tisserand nous a rejoints et lorsqu'on a créé Kineis, je pensais qu'il avait largement le profil pour développer un projet technologique compliqué. Le président de CLS m'a confié ce projet hyper ambitieux et aujourd'hui, Kineis est là. Et à 6h45, je suis avec Alexandre Tisserand, le président de Kineis. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc vous avez annoncé hier cette levée de fonds de 100 millions d'euros. La start-up s'appelle Kineis et elle lève 100 millions d'euros. Une levée de fonds de cette ampleur-là, et une levée de fonds en général, ça témoigne de la confiance des investisseurs dans le projet. Le CLS, le CNES, les BPI ont vraiment littéralement mouillé la chemise pour arriver à ce résultat-là et convaincre tout le monde autour de la table. SPI de BPI France est un fonds dont le métier est de faire de l'industrialisation de technologies innovantes. Le petit sujet, c'est que le spatial, on n'y connaissait rien et que c'est un sujet compliqué. Donc il a fallu qu'on se convainque, qu'on serait capable de comprendre de quoi ça parlait technologiquement. Aussi et surtout parce qu'on est des investisseurs, de voir qu'on allait pouvoir gagner de l'argent un jour avec ça. Au-delà de CLS, il fallait qu'on aille chercher des acteurs du privé qui étaient prêts à nous accompagner dans cette aventure. Et j'ai dit à Christophe, oui, je vais prendre un risque. Le projet me passionne parce que Christophe en a parlé avec des mots extraordinaires. J'ai dit on va participer, mais je veux être au board pour comprendre le projet et pour vivre le projet. Et avec Kineis, l'idée c'est de pouvoir entrer dans ce marché privé concurrentiel grâce à une petite structure agile. Il y a une citation d'Isaac Newton qui me tient à cœur. Je vois plus loin quand je suis juché sur les épaules des géants. C'est tout nous parce qu'en fait le géant c'est évidemment Argos, avec cette techno magnifique que nous ont légué les anciens ingénieurs du CNES. Et autour de cette base, qui est très solide, on va construire un système totalement novateur. Ah, Michel Sartou, c'est oui, la légende, quoi. C'est le Zinedine Zidane de Kineis. Il a beaucoup œuvré à mettre des charges utiles Argos sur différents satellites dans le monde. C'est un grand professionnel. Techniquement, il tient très très bien la route, il faut bien dire ce qu'il est. C'est une constellation de 25 satellites, totalement miniaturisés. Ce qui va permettre d'acheminer la donnée en temps réel, donc d'avoir de la donnée fraîche et rapide à disposition de l'utilisateur. Et avec 25 satellites parfaitement phasés sur 5 plans orbitaux bien réfléchis, on a cette performance-là. Et sur ce créneau de cette connectivité type IoT, on a vraiment l'ambition d'être leader européen, puis un peu plus tard leader mondial, parce qu'on est confiant dans notre technologie et par la constellation qu'on est en train de bâtir. On a décidé de choisir Kineis comme étant le vainqueur de cette session. Ce qui a retenu notre attention, c'est la multiplicité des cas d'usage et l'impact potentiel que votre société pourrait avoir sur la planète et sur beaucoup d'industries. Donc on vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Bravo. Pour réussir cette grande mission qui est de connecter le monde et comme on dit maintenant, garder le lien avec ce qui nous est cher, la première étape, c'est de réussir à mettre en orbite la première constellation européenne de nanosatellites. On a des petits objets qui envoient un petit message au satellite qui redescend le message sur une station sol, une petite parabole au sol, qui nous rapatrie le message et nous on la délivre au client. Une des richesses de Kineis, c'est que ces 4 entités, ces 4 métiers, ces 4 fonctions puissent communiquer entre elles de la meilleure manière et accorder leur violon de sorte que l'ensemble fasse un tout cohérent et efficace. La force de Kineis au niveau organisationnel, c'est d'avoir sur un même plateau 60 personnes. C'est cette agilité, cette proximité qui font que ça marche bien, on gagne du temps. Michel, c'est vraiment un finisher, c'est quelqu'un qui va au bout. C'est très important parce que c'est lui qui va à la fin délivrer les satellites et la constellation. Il adore faire de la montagne, il s'est mis en tête de faire les sommets des Pyrénées, je sais plus, il y en a genre 129 ou quelque chose comme ça. Bon bah il a fait les 129 quoi, voilà. Kineis, c'est carrément l'aboutissement de ma carrière. Je suis à quelques années de la retraite, j'aurais eu un peu de mal à laisser un Argos un peu périclitant. Lorsqu'on aura lancé nos 5 plans de satellites, lorsqu'on aura mis le système en opération, on aura un système qui sera up-to-date. Et j'ai monté l'équipe technique de Kineis. Je savais que l'équipe serait réduite, il fallait aller chercher les meilleurs aux bons endroits. Côté segment spatial, je me suis appuyé sur 2 experts, donc Tiberi, une figure du CNES incontournable sur le sujet. Vous ne l'aurez pas en interview, c'est quelqu'un de très discret.
Et la seconde personne, je suis tombé un peu par hasard sur Mathieu Albinet. Donc lui, il était chef de service électronique au CNES. J'ai eu une présentation de Kineis au tout début du projet. Je me suis dit, c'est fou ce qu'il propose et ça va être infaisable. Et je me suis dit, ça c'est cool. Je suis allé le voir, mais pour que lui me propose des profils. Quand j'ai vu que Michel montait son équipe, je me suis proposé moi. Il m'a dit, moi, il a levé le doigt. Je lui ai dit, oui, mais moi, ça m'intéresse à fond ton projet. Je me suis rappelé qu'au CNES, des fois, il y avait des managers qui avaient des grosses compétences techniques. Et puis quand j'ai discuté avec lui, j'ai vu les étoiles qui s'allumaient dans les yeux. Pour travailler sur ce projet, on avait besoin de partenaires compétents et fiables, donc on a été chercher un peu les meilleurs dans leur domaine. Le rôle de Thales Alenia Space au sein de Kineis, c'est avant tout un rôle de conception. Et c'est aussi, bien sûr, le développement de la charge utile des satellites, le cœur névralgique du système Kineis. C'est celui qui donne la performance, c'est celui qui donne le tempo du système Kineis. La charge utile, c'est ce qui va faire la mission. Typiquement, notre mission de connectivité qui va recevoir les petits messages venant des terminaux au sol et les renvoyer vers la Terre. On avait un vrai challenge dans le design de ces satellites. Il fallait que ça rentre dans une grosse boîte à chaussures. Pour les équipements électroniques, on a travaillé avec Thales, qui est le fournisseur historique des charges utiles Argos. Thales a travaillé avec un sous-traitant, Sialins, pour justement miniaturiser les solutions qu'ils avaient développées auparavant, avec des performances qui sont décuplées. Donc le gain, il est énorme. Nous, on parle à Kineis de nanosatellites. On est très loin des très gros satellites historiques qui faisaient la taille d'une voiture ou d'un bus. Ils faisaient 200, 500 kg, parfois une tonne. Nous, voilà, on a 30 kg, donc c'est quand même beaucoup plus petit. C'est plus petit à faire, donc ça coûte moins cher à faire. Et en plus, c'est moins cher à lancer parce que chaque fois qu'on lance, on paye au kilo. Et c'est grâce à ça, du coup, qu'on peut réfléchir en termes de constellation de satellites. Dans les électroniques spatiales, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on utilisait des composants électroniques qui avaient plusieurs générations de retard. L'électronique grand public, SOL, a tellement d'avance par rapport à ces anciennes technos que le step, il est immense. On s'est ouvert, on est allé chercher le meilleur de ce qui se faisait dans d'autres industries. On va prendre des composants grand public, on va les sélectionner, on va les tester, on va apprendre à travailler avec, on va les amener dans l'espace. Et à partir de ça, on va bénéficier de la miniaturisation et de l'augmentation des capacités de calcul. Et donc aujourd'hui, les satellites Kineis, ce n'est pas juste la même chose en plus petit, c'est la même chose en plus petit et en plus efficace. Argos, c'est un grand héritage, c'est un programme dédié à l'étude et à la protection de l'environnement. Pour nous, c'est très important d'être toujours attaché à ces valeurs-là. Certains de nos concurrents, c'est vraiment, je lance le maximum de nanosatellites, je vois combien fonctionne, et puis le reste, on s'en manque peu. C'est pas du tout la philo de Kineis. On ne veut pas polluer l'espace, on n'est pas là pour polluer l'espace. On a aussi de la propulsion à bord, c'est important à savoir, ce qui va permettre d'éviter les débris et donc de ne pas devenir nous-mêmes un débris. Et en fin de vie, au-delà de 8 ans, donc on ne remplace pas nos satellites tous les 2 ans, on va faire rentrer dans les couches atmosphériques nos satellites pour qu'ils se désagrègent et qu'ils n'occasionnent pas de débris supplémentaires. L'assemblage des satellites, on l'a confié à Emeria. C'est eux qui ont fait le nanosatellite Angels. En général, physiquement, on produit juste 1 ou 2 satellites. Là, on en produit 25. Non seulement le satellite en lui-même, c'est une prouesse technologique, mais aussi le savoir-faire de pouvoir cadencer toute cette série. C'est vraiment inédit. Nous avons un réseau de stations sol de 20 sites répartis à travers le monde. Il y a à peu près 40 antennes, donc c'est en moyenne 2 antennes par site. Wenzhen, donc c'est lui qui s'occupe vraiment de toute la partie sol. Il est là à Kineis depuis le début, il était là à CLS bien longtemps avant que j'arrive, donc c'est vraiment un vétéran du système qui connaît ça par cœur. La retraite commence à pointer le bout du nez. La stimulation de Kineis a fait que j'ai décidé de rester jusqu'à mon départ effectif à la retraite en juin 2025. Au sein de ma direction, il y a plusieurs équipes qui ont été chargées de développer la solution et de déployer les stations à travers le monde. Je m'appelle Laure Boutemi et je suis responsable du déploiement des 20 stations sol pour Kineis. Laure, c'est une aventurière, c'est une baroudeuse. Moi, j'adore voyager, pas pour le déplacement, pour aller rencontrer les gens sur place. Et le meilleur moyen, je trouve, c'est d'aller travailler avec eux. Quand j'ai fait passer l'entretien de recrutement, alors, je lui ai demandé, alors, qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie, c'est quoi ton kiff? J'ai dit, à tout réfléchir, mon kiff, c'est de monter des antennes. Ça tombait bien. On a 20 stations avec 38 antennes paraboliques à déployer en 2 ans.
Le nombre d'antennes a été évalué pour avoir une couverture à la fois globale et permettre une revisite régulière des satellites et donc un déchargement de la donnée le plus efficace possible. On vise un temps moyen de 15 minutes. Dans le domaine des applications dans lesquelles on est, c'est un temps relativement court et qui est en plus raccourci. Admettons que vous ayez une balise qui soit en co-visibilité du satellite et de la station sol, ça ne sera pas 15 minutes, ça sera pratiquement instantané. Une fois qu'on a identifié un site, ça veut dire qu'on a trouvé un partenaire sur place pour accueillir ce site. Donc la première chose à faire, c'est ensuite de venir sur place. On va parler du concret, et donc c'est dalle béton, tranchées, conduits de câbles, prises électriques, tout le champ lexical du chantier du génie civil. En général, on reste 2 semaines pour un déploiement. Ça donne le temps de s'acclimater, de rencontrer les gens, d'être un petit peu dans ce quotidien. On documente beaucoup déjà pour les besoins d'enregistrer tout ce dont on a besoin de se souvenir sur la station. Mais à côté, on garde aussi beaucoup de photos, des paysages, des ambiances qu'on rencontre. Je les partage beaucoup avec ma famille, et en particulier ma fille et mon petit-fils, pour leur faire partager au plus près ce que je vois et ce que je vis. Wanzan, non seulement il s'occupe des stations sol, mais il développe aussi le centre de service qui est vraiment cette brique indispensable qui va traiter les données pour les donner ensuite aux clients. Les messages enregistrés par les stations sol sont envoyés au centre de traitement Kineis et après, il n'y a même pas 1 minute de traitement, la donnée est distribuée à l'utilisateur. Toute cette infrastructure et le stockage de ces données, le traitement de ces données se trouve en France pour des raisons de souveraineté. Ton rapport avec l'espace, du coup, c'est quoi? J'aime bien les ciels étoilés quand je m'assois le soir sur ma terrasse, mais ça s'arrête là. Les satellites, les stations sol, tout ce système-là, en fait, les clients, ils s'en fichent, hein, ils veulent payer un service et que ça fonctionne. Et puis, moi, je suis comme eux, je m'en fiche un petit peu des satellites. Steve, lui, il vient du monde des télécoms, il vient des systèmes embarqués, il vient de l'IoT. C'est vraiment l'homme de la situation pour les devices. Les historiques d'Argos vont appeler ça balise, d'autres vont l'appeler terminal. Maintenant, on parle de l'Internet des objets, Internet of Things, où là, on va plus parler d'objets ou de devices. Et ces objets-là, nous, Kineis, on ne les fait pas. On fait des modules qui peuvent être insérés pour la partie communication dans ces objets. Aujourd'hui, on est chez Actia, qui nous assemble les cartes électroniques qui composent le module KIM2, le dernier né des modules de Kineis. C'est vraiment un concentré de technologie. Ça permet de communiquer aux satellites dans les 2 sens, hein, c'est vraiment bidirectionnel. Tous les capteurs qui peuvent exister peuvent être mis à côté de notre module, de la position, de la température, des informations de détection de fumée, d'humidité, etc. Et nous, on se charge de la transporter en utilisant le moins d'énergie possible. Notre travail, en fait, c'est vraiment de miniaturiser au maximum de façon à ce que ce soit plus une contrainte pour les fabricants d'objets finis et que ce soit plus la partie électronique qui soit la plus grosse dans l'objet. Plus c'est petit, plus c'est intégrable partout. Tous les signaux radio qui partent des objets vont devoir traverser 650 km avant d'arriver à une grande oreille, ça s'appelle une antenne UHF, sur les satellites. L'antenne UHF, c'est l'antenne qui va recevoir les messages issus des balises. C'est vraiment très précis, hein. C'est vraiment l'équivalent, comme dit souvent l'équipe, d'écouter le chant d'un oiseau au milieu d'un concert de rock. Elle a une taille qui est imposée par la physique, elle doit faire dans les 80 cm de long. 80 cm, c'est la taille de nos satellites. Donc là, on voit bien qu'il y a une difficulté, il fallait qu'on la réduise à quelque chose de beaucoup plus petit. Et donc là, on s'est appuyé sur Comat et Cobham qui ont su nous proposer une antenne de très haute performance qui va voler en mode replié dans le lanceur et qui va être déployée une fois qu'on sera en orbite. C'est un design que je trouve moi, particulièrement élégant, quoi, tu vois. Il a fallu chercher des solutions qui étaient totalement innovantes. Un effort de simplification, d'imagination, de remise en question tout simplement des habitudes. C'est efficace et puis c'est léger, c'est vraiment fait pour des nanos, quoi. C'est un consortium avec Cobham pour les aspects RF et Comat pour la partie mécanique et mécanisme. Et donc c'est la réunion de ces 2 entreprises qui ont permis d'avoir le concept optimal de cette antenne. On a même cassé plein d'antennes pour arriver à la mettre au point. Et c'est aussi ça le New Space, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de tester des choses et d'arriver à un produit qui a une excellente maturité.
Kineis, on a pas mal de partenaires avec qui on travaille. Ils sont situés en région toulousaine et donc en France. Et donc cette configuration-là, c'est assez emblématique en fait. Ça permet de communiquer très vite vu qu'ils sont à côté et donc d'assurer une production de qualité. Et ça permet du coup, avec le fait que la levée de fonds est 100% française, d'avoir un système qui est complètement souverain. Kineis, c'est un réseau télécom. On a besoin d'objets connectés. Et donc ce qu'on fait chez Kineis, avec mon équipe et l'ensemble de la direction commerciale, c'est justement travailler avec les fabricants d'objets connectés et surtout avec les utilisateurs pour développer des solutions qui répondent à leurs besoins. Guillaume, c'est un de nos responsables commerciaux. Lui, il vient du monde du commerce et du conseil aussi. C'est quelqu'un de super engagé, super dynamique. Et alors, pour l'anecdote, bon, il vient du Cantal, donc lui, les zones blanches, il sait ce que c'est. Alors, les grands secteurs sur lesquels on travaille, ça va être les risques naturels, l'environnement, le transport, la logistique, l'agriculture, l'énergie ou la sécurité des personnes. La surveillance des réseaux et des infrastructures, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille. On est sur des réseaux de distribution d'eau qui font des milliers, voire des fois des dizaines de milliers de kilomètres. Et avoir des capteurs qui permettent de remonter des données en cas de fuite, ça permet justement de mieux gérer les ressources et aussi de protéger la planète. On travaille sur le futur de l'agriculture avec des acteurs en Australie pour justement suivre et localiser des buffles qui sont en semi-liberté. On est vraiment là aussi, par exemple, pour faciliter la vie des apiculteurs, pour leur éviter de faire des heures de route pour aller surveiller leurs ruches ou pour envoyer des alertes en cas de vol, puisque c'est une vraie problématique auquel ils doivent faire face. Dans le domaine de la sécurité civile, on va travailler avec les pompiers ou avec des services comme le CHAPI, qui travaillent sur la prévention des crues, pour, par exemple, aller instrumenter et mettre des capteurs de détection de crues sur des cours d'eau, ou avec les pompiers pour travailler sur les futurs capteurs de détection précoce de feux de forêt. Les modules, ils envoient des tout petits messages qui sont vraiment au plus court, de sorte que l'énergie consommée est vraiment minimale, ce qui permet au device de durer des mois, même des années. Et du coup, c'est pour ça que c'est complètement cohérent avec les applications qu'on rend possibles grâce à Kineis. Les sujets sur lesquels on travaille, ils sont infinis et on a un terrain de jeu aussi vaste que le monde. Au fil des mois, au fil des années, on découvre des nouveaux cas d'usage qui font sens et qui ont une vraie utilité pour protéger la planète ou ses populations. Bon, et là, c'est pas complètement évident de vendre du service à nos clients parce que, évidemment, qu'ils nous croient qu'on va lancer nos satellites et que ça va marcher, mais malgré tout, tant que c'est pas là, c'est pas là. Mais ils attendent maintenant l'arrivée de cette nouvelle génération de services qui sera rendue possible avec le lancement de la constellation. On a beaucoup de satellites, 25 satellites. On va devoir multiplier les lancements, donc nous on en aura 5. On va lancer nos 5 plans en 9 mois, un temps record. Donc ça demande beaucoup d'organisation, de réactivité. C'est un vrai challenge d'arriver à faire bien et vite. Il faut que ces lancements s'enchaînent le plus rapidement possible pour que, au final, le service Kineis soit disponible en quelques mois. Voilà, dans quelques mois. Ensuite, on a travaillé sur nos qui sont pionniers, expertise, service, engagement, collaboration. Alors on me fait remarquer que si on les met dans un certain ordre, il manque juste le A et ça fait espace. Si vous en avez une avec un A qui a du sens, réfléchissez-y. Ambition, audace, je note. Le lancement se rapproche. Michel, c'est pour bientôt, je le sais. Il le sait. Je crois qu'il le sait. Kineis, c'est un système donc, très complexe, très complet, avec un segment spatial, un segment sol assez complet. Il y a la ligne produit. Il y a besoin d'un orchestrateur, évidemment, pour faire fonctionner toutes ces composantes. C'est Damien Servant qui joue un rôle très particulier, qui connaît toutes les composantes, qui va permettre de les valider, de les préparer pour les opérations. Donc ça va nécessiter évidemment un panel de connaissances très large. Il faut que je valide que tout ce qu'il a spécifié, toutes les fonctions du système vont bien fonctionner au moment où on va lancer la constellation. Isabelle Hernandez, c'est carrément le bras droit de Damien, qui va veiller à tout moment sur le planning et sur les essais. Nous, on est là pour vérifier, et surtout au niveau des essais systèmes, que tout fonctionne bien ensemble. Il faut arriver à faire parler les gens, des gens avec des contraintes différentes. Il faut que toutes les équipes se sentent impliquées. Ça fait vraiment partie de mon boulot. Je suis une gentille organisatrice, ça c'est sûr. J'essaie de mettre un peu de bonne humeur et d'empathie envers tous mes collègues. Par contre, c'est pas le Club Med. C'est pas du tout le Club Med. Il faut avoir conscience qu'on a une constellation. Jusqu'à présent, je pense que la plupart des gens ont travaillé max avec 3 satellites. Nous, on est avec 25. Donc ça génère une complexité et des opérations qui ne sont pas les mêmes.
Il y a tellement d'infos qui arrivent, ou il y a tellement d'infos qui partent. Il faut que d'une manière physique, d'une manière logicielle, ça tienne la route, quoi. On est ici dans le centre de contrôle Kineis, qui est hébergé sur le site du CNES. C'est de là que vont se faire les opérations qui consisteront à déployer la constellation du satellite, à les surveiller, à les contrôler. Alors il y a plusieurs challenges. Le premier, c'est d'opérer simultanément 25 satellites avec un unique centre de contrôle. Nous avons donc dû revoir tous les concepts opérationnels, les façons de travailler. C'est quelque chose de nouveau pour nous, mais aussi d'unique en Europe. Un autre challenge, c'est d'être en mesure d'opérer certains satellites lors des premières activités qui vont suivre le lancement, tout en mettant à poste d'autres satellites simultanément, et enfin gérer des satellites qui sont déjà en orbite. Donc d'avoir à paralléliser des tas d'activités et d'opérations alors que nos équipes ne sont pas démultipliées par 25. Beaucoup de challenges, à la fois techniques et humains, mais aussi beaucoup d'enthousiasme et de motivation dans les équipes, surtout à l'approche du premier lancement. La qualification technique fait partie des grands rendez-vous systèmes où on assemble les composantes ensemble, et toutes celles qu'on a développées pendant les 2 précédentes années, et on vient valider les fonctions et les performances qui ont été définies et vérifier que tout ça, ça permet de répondre à toutes les activités qui ont été prévues pour la mission Kineis. On partait il y a 2 ans d'une feuille blanche où on n'avait rien du tout, et il a fallu développer, intégrer, valider tout un nouveau système qui n'avait jamais été testé avant, donc forcément on a rencontré pas mal de difficultés. On a eu des phases effectivement de blocage d'essai où on a été obligé d'arrêter complètement l'essai parce qu'on était incapable d'aller plus loin. On sort d'une semaine très dure où la sauce n'a pas pris du tout. Le simulateur simulait mal les satellites. Dans un premier temps, on ne discute pas avec les vrais satellites parce que c'est pas possible, ils ne sont pas forcément déjà montés. Donc on utilise des simulateurs numériques qui représentent le satellite du mieux possible. Ce qui était quand même pour nous la base, le début de la qualification technique. On voulait que ça marche. Jusqu'au bout, on y a cru. Et non, ça a été pire que tout s'est arrêté. Et on est rentré dans une ligne droite très très tendue. Il y a des pressions assez fortes. On n'a pas trouvé le problème, mais il faudra qu'il soit réduit parce qu'on n'aura pas une cartouche de plus derrière. Y a un petit moment d'abattement quand même parce qu'on se dit est-ce qu'on va vraiment y arriver ? Il a fallu avoir le courage de dire on pose le stylo, on résout les problèmes, on met tout le monde ensemble autour d'une table. On a fait venir les industriels, on a dit bon là c'est plus possible. Tant que ça marche pas, on recommence pas. On a fait une pause dans les essais systèmes. Mais alors il y en a derrière qui ont pédalé très 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 fort. Ça, c'est les phases qui sont derrière nous. On a réussi à les surmonter, avancer et enfin réussir à valider ce qui était l'objectif initial. On a réussi à repartir et à clore cette phase de qualification dans les bonnes conditions. Maintenant, on va être tous en équipe et concentrés sur ce tir qui approche. L'espace, il n'y a pas plus inhospitalier comme milieu. Le vide, il peut faire très chaud, très froid. Il y a les phénomènes de radiation. Ça dégrade tout, ça dégrade les matériaux, ça fait planter les électroniques. Et ce sont tous les essais qu'on mène au sol, en particulier les essais vide thermique qu'on a réalisés, qui vont prouver que nos satellites vont pouvoir vivre le plus longtemps possible dans l'espace. On a mis nos satellites dans une cuve, on a créé un vide quasiment parfait, et on a fait varier la température de très chaud à très froid. Et c'est ce qui se rapproche le plus de l'environnement spatial qui sera vu. On a assemblé l'antenne, posé la radome par-dessus, c'est terminé, on va pouvoir commencer les tests d'opération. On est en plein air, on a de la chance avec la météo. Donc ça nous fait toujours plaisir de faire du concret et de faire avancer effectivement le déploiement des stations et d'avancer petit à petit sur la couverture mondiale de l'ensemble de notre réseau. Ce qu'on espère, c'est d'avoir déployé toutes les stations avant le 5e lancement. C'est notre objectif. On me dit quand est-ce que les Kim 2 ils sont prêts et tout. Donc là on a figé le hardware, c'est pour ça qu'on peut le produire. Mais le soft, je suis loin de l'avoir fini, quoi. Mais si je me plante parce que quand on va lancer les satellites, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas entre eux, c'est trop tard, quoi. Oui, c'est clair. On est venu ici dans cette magnifique chambre anéchoïque pour avoir un environnement radiofréquence parfaitement propre et parfaitement représentatif de l'espace dans lequel évoluera notre satellite pour tester justement les performances radiofréquences de la communication entre les balises IoT Kineis et le satellite. Il n'y a plus que maintenant finaliser le satellite PFM qui est derrière moi, lui rajouter ses panneaux solaires et il sera prêt pour le tir.
Aujourd'hui, on rentre dans la dernière étape qui est la qualification opérationnelle. On a un système qui est stable, donc toutes les composantes arrivent dans leur version finale. On met toutes les équipes en conditions opérationnelles et on fait toutes les opérations comme elles sont prévues, dans le timing prévu. On est en train de faire la répétition générale du premier tir qui a lieu dans 2 mois. Moi, j'ai fait partie de l'équipe responsable de conduite des opérations, donc pour donner les go et no-go quand il y a des décisions critiques à prendre. Sylvia, elle est vraiment responsable des opérations, donc quand on est dans la salle de contrôle, c'est elle qui commande et c'est elle qui donne les ordres. C'est elle qui va organiser tout ce qui va se passer à partir du lancement. C'est une personne très investie et très rigoureuse. Elle avait été incroyable sur Angel, c'était assez naturel de la prendre avec nous. Depuis le départ, Kineis, c'est un projet avec un planning très challenging. Après, c'est sûr que là, on sent un peu plus de pression parce que les opérations arrivent bientôt. Donc, c'est un côté aussi émouvant et tout le monde a hâte de voir ce moment qui va être très important pour tous. Bon, bah ça y est, on commence à en voir plusieurs. C'est clair. Ça fait plaisir. Ouais, quand disait Laurent, il était passé, je sais pas quand, récemment, là, il y en avait 4 à différents stades. Là, il disait, c'est quand même sympa, quoi. On est au bout, quoi. Les tests des 5 premiers satellites sont terminés. Il n'y a plus qu'à les mettre en caisse pour qu'ils partent en Nouvelle-Zélande. On est à quelques semaines d'envoyer les premiers 5 satellites au site de lancement. Ça donne à la fois une grande fierté pour les équipes, mais une certaine adrénaline. On est dans la dernière ligne droite. La température monte, c'est clair. On est le 19 avril, effectivement. Et dans 15 jours, à peine plus, les satellites, le premier batch, les 5 premiers partent en Nouvelle-Zélande. Et donc ça a l'air de rien, mais il faut quand même quelques jours pour y aller. On passe par 4 aéroports différents, il y a tout un tas d'autorisations à obtenir. C'est assez compliqué. Et pour ça, on a des personnes ressources chez nous, et notamment Joël. Dans les 20 ans d'expérience que je peux avoir sur cette casquette d'interface lanceur, je n'ai jamais eu autant les coups des franches en termes d'appel d'offres lanceurs, en termes de solutions techniques et d'ouverture à l'international. Joël, c'est quelqu'un qui est très pédagogue, qui est passionné par ce qu'il fait et surtout qui embarque les gens dans le projet, qui simplifie, qui vulgarise. C'est le professeur, quoi. C'est le professeur Joël, ouais. La problématique du lancement de la constellation de Kineis, qui est constituée de 25 satellites, de relativement petits satellites, était une problématique complètement nouvelle. On a choisi Rocket Lab avec son micro-lanceur Electron. Nous arrivons à mettre 5 satellites, uniquement 5 satellites Kineis à bord, donc ça veut dire qu'on est seul à bord, on définit la date de lancement et on est lancé sur notre plan orbital dédié, donc c'est parfait. Avec une telle solution, impossible de rater notre lancement, puisque même si on est un peu en retard, ça ne partira pas sans nous. On est sur les essais mécaniques du PFM satellite Kineis, et l'idée étant de qualifier et de valider le satellite PFM dans les environnements lanceurs qui nous ont été injectés par Rocket Lab, représentant les environnements mécaniques vus par le satellite pendant le vol. Et on vérifie avec un certain nombre de marges de sécurité la réaction du satellite et son bon fonctionnement à l'issue de ces sollicitations mécaniques. Nos 5 nanosats rentrent sous la coiffe de Rocket Lab, au chausse-pied. On est à quelques millimètres près entre les extrémités de nos antennes et l'intérieur de la coiffe de Rocket Lab. C'est vrai que nos nanosatellites, ils sont un peu gros finalement. Dans certains lanceurs concurrents, ça ne rentrait tout simplement pas. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande et sur Electron, l'intégration des satellites se fait à l'horizontale. Donc il faut imaginer les 5 satellites intégrés, fixés sur le lanceur. La fermeture de la coiffe se fait par un chariot qui arrive et qui vient englober la totalité des satellites avec absolument l'obligation de ne toucher aucune des extrémités de nos antennes qui sont extrêmement fragiles. C'est une contrainte importante et j'aimerais pas être celui qui va piloter le chariot. Le sujet qui est passionnant, moi je trouve, c'est de partir avec nos satellites dans un conteneur et de faire nos valises et d'arriver sur le site de lancement. Et de vivre ces dernières semaines et ces derniers jours avec les satellites avant le lancement, c'est extrêmement passionnant. C'est un dessin qui va tutoyer les étoiles. Vous vous rappelez qu'on a participé à un concours qui s'appelait Mon dessin dans l'espace. Ton dessin a été sélectionné. Ah ouais ? Bravo pour ce dessin, parce qu'il fait partie des 15 qu'on va graver sur une plaque d'aluminium, qu'ils vont être embarqués dans les satellites et qui partiront dans une fusée dans l'espace. J'ai fait un satellite médecin et la Lune aussi médecin, puis soigner la Terre. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui Que c'était en Nouvelle-Zélande qu'on lançait les satellites. Et aussi que ça c'était la vraie taille. Ils sont tout petits. Donc
ces plaques, c'est symbolique. C'est complètement symbolique, c'est de l'art, c'est du dessin, et donc effectivement on pourrait dire ça sert à rien, on les envoie, puis qu'est-ce qui va se passer, personne ne va les regarder. Oui, en même temps non, ça nous permet d'être là, de partager ce moment avec les enfants. Qui sait ce qu'ils deviendront dans 5, 10, 15, 20 ans. C'est aussi important, de notre point de vue même de société, d'avoir un rôle comme ça avec les territoires et avec les jeunes publics. Déjà merci pour l'organisation de ce moment barbecue, c'est une super idée, super initiative. C'est un bon timing parce que c'est un petit peu la pause avant la ligne droite de la semaine prochaine. Dans 4 jours, on lance nos satellites depuis la Nouvelle-Zélande, si tout va bien, mais pour l'instant tout va bien parce que les satellites sont sous coiffe, ils ont été installés par les équipes sur place. Et Michel, tu veux nous dire un mot, toi, de retour de Nouvelle-Zélande avec ton t-shirt de All Blacks? La Nouvelle-Zélande vous envoie le bonjour. Joël et Benjamin sont toujours là-bas, fidèles au poste. C'est une expérience incroyable, cette petite base au bout du monde. Quand je partais, il y avait une dame maori qui baptisait le lanceur et qui nous donnait encore plus confiance que ça a marché. Voilà, puis ça a marché, on est à fond. L'équipe est soudée et c'était bien là de se retrouver tous ensemble là pour une dernière fois se serrer les coudes ensemble. On peut se retourner aussi sur les 4 années et demie qu'on vient de passer. On a fait beaucoup de choses, on les a défaites, on les a refaites, on a fait des tests, on a fait des validations. Quand on regarde ce qu'on a fait, c'est incroyable. Et donc c'est quand même ce sentiment d'accomplissement et de fierté des équipes, parce que vraiment elles ont été à la hauteur. C'est toujours un plaisir au quotidien de bosser avec vous chez Kineis, je le dis très sincèrement. Longue vie à Kineis et puis Forza pour la semaine prochaine. On n'est plus en maîtrise le jour du lancement. On a confié notre bébé à des hommes et des femmes qui sont, pour le coup, vraiment de l'autre côté de la Terre. Ça va être très, très, très dur de laisser le stress de côté. Oui. Non, je crois que la seule fois où j'étais plus stressé, c'était au mariage de ma sœur, quand je devais faire le discours. C'est difficile d'imaginer à quel point un lancement cristallise tous les efforts et tous les enjeux sur lesquels les équipes ont travaillé depuis des années. 2 réactions qu'on peut évoquer. La première, c'est quelqu'un qui m'a montré la vidéo de l'échec du lancement de son satellite. Je regardais la vidéo avec lui, et quand je me suis retourné, la personne, elle était en train de pleurer. Et c'était 5 ans après. C'était pas sur le moment même. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais pour vous dire la charge émotionnelle combinée à l'échec que pouvait avoir sur cette personne. Et la deuxième, elle est différente. C'est un succès, mais la personne a eu besoin de dormir pendant 24 heures après un lancement. Parce qu'elle était épuisée. Et ce jour-là, elle a tout relâché. C'est Tibéri, ça? Ouais. Alors c'est Tibéri qui m'a raconté ça. J'aurais jamais cru de sa part, quelqu'un d'aussi solide, un rock dans le projet, qui puisse autant relâcher prise que ça s'était fait sur lui lors du lancement d'Angels. C'est lié, je pense, à son implication personnelle dans le travail. On veut surtout pas qu'il y ait un échec au lancement. Alors là, en plus, c'est Kineis, on en aura 5. C'est un moment de stress terrible, mais c'est un moment rare et c'est une chance de vivre ça dans sa vie. On voit la ligne d'arrivée là, on n'est plus très loin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Produire 25 satellites en France pour les mettre sur orbite en seulement 8 mois, ça n'était jamais arrivé. C'est ce que nous allons vivre ce soir ensemble et en direct depuis cet auditorium de CLS à Toulouse pour cette mise en orbite de la constellation Kineis. Bonjour aussi et bienvenue to our launch customer today, Kineis, an Internet of Things company from France. Today's mission is called No Time to Lose in a nod to the name of their home city.
Le décompte va se terminer. On remet tout le fruit de ce travail d'équipe entre les mains du lanceur qui a globalement, on le sait tous, une dizaine de pourcents de probabilité d'échec. Moi j'ai calculé 7. Avec les assureurs, j'ai calculé 7. Ah non, les lanceurs, ça ne tombe jamais en panne, il y a 0 crash de fusée, jamais. Et sinon, oui, parfois. Notre propre lanceur, Rocket Lab, a essuyé un échec, je crois que c'était en septembre. Ils sont très transparents, on a des points hebdomadaires avec eux où ils nous partagent l'avancée de ces réflexions sur quelle est l'anomalie et comment ils vont la corriger. De fait, Rocket Lab reste très très bon, ils restent les meilleurs du marché sur leur segment par ailleurs. On la joue gagnant, on prend le risque et voilà. C'est vrai que notamment en France, pas que, mais on a quand même une culture de l'échec assez difficile, on a peur de l'échec, il ne faut surtout pas montrer qu'on ne sait pas faire, qu'on n'y arrive pas, alors que l'échec c'est avant tout une occasion d'apprendre. Depuis ils sont repartis tambour battant, on leur fait confiance et on a très fort espoir évidemment que ça va bien se passer. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Évidemment, on a pris du retard, ce qui est normal sur des projets aussi technologiques. Et donc, quand vous prenez du retard, les clients vous attendent, même s'ils vous trouvent très sympathique et très intéressant, ils ne vont pas acheter tant que ça ne marche pas. Et marcher, ça veut dire être là-haut. Un échec de lancement, ce serait dramatique, pas seulement pour Kineis, mais aussi pour tous les utilisateurs et les partenaires qui développent des solutions sur notre technologie, puisqu'on est sur des temps de développement qui sont longs, on est dans une industrie qui est très compétitive, où il y a des attentes qui sont pour aujourd'hui. En fait, c'est l'existence même de Kineis qui est en jeu. Un lancement, c'est toujours quelque chose qu'on vit avec beaucoup d'émotions. À chaque fois, on se demande si ça va marcher. On a toujours la crainte de se dire que tout ça va exploser sous nos yeux. Mais on y est. Après tout ce temps, on y est. Go Kineis. On va bien. On est à côté des équipes opérationnelles qui sont dans la salle, là, hyper concentrées. On va lancer, donc on va confier nos bébés à la fusée Rocket Lab. Donc là, on va vivre un moment, je dirais, suspendu. Et j'espère qu'une heure plus tard, ils nous mettront nos petits bébés en orbite. On n'a que des bonnes nouvelles côté technique Rocket Lab. Le seul petit bémol, c'est la météo, mais là aussi, les nouvelles sont bonnes. Les nuages qui arrivent sur le pas de tir se désagrègent petit à petit. Tous les signaux sont au vert, là. Merci de nous rassurer, Joël. Pas de risque d'explosion en vol, de foudre, alors. J'ai envie de vous demander à la salle, à vos collègues qui sont ici, de vous envoyer des bonnes ondes. Je sais pas, vous pouvez faire ça ? Ouais ? Allez. Et on croise les doigts, on va y arriver depuis qu'on attend ça. Là, on s'apprête à lancer 25 satellites, 5 lancements en 9 mois. C'est un vrai challenge et une première dans le paysage spatial européen. 1965, le lancement du premier satellite français, Astérix. 2019, c'est le lancement d'Angels, premier nanosatellite industriel français. Et 2024, le lancement de la première constellation de nanosatellites français, Kineis. T-minus 20 seconds and counting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We are on our way to space. Our 50th Electron rocket has taken flight and is headed to orbit carrying 5 satellites for Kineis. Voilà, on est dans l'espace. J'ai vu pas mal de lancements, mais j'avoue que celui-là, il a quand même une saveur particulière. Et forcément, c'est assez émouvant de savoir que nos 5 petits sont là-haut. On espère qu'ils vont bien. Donc là, on est toujours dans la phase d'ascension. Là, la fusée va encore monter jusqu'à 9h15. Et à la phase de séparation, on a un passage de relais de toute l'équipe Rocket Lab vers l'équipe Kineis CNES, qui va prendre en charge les satellites. Donc là, ça y est, ils vont pouvoir démarrer leur début de vie. On va d'abord avoir le déploiement des panneaux solaires, on va avoir le déploiement des antennes, puis on va pouvoir envoyer les premières commandes. Et c'est là où le centre de contrôle, après, rentre en marche. On a vraiment hâte d'attaquer ces opérations qui ont été préparées depuis longtemps. There it is, deployment of Kineis 1. The first satellite of the Kineis constellation is now at home. Up next will be Kineis 2 and 4, followed by Kineis 3 and 5.
of maneuver there, and Kineis 2 and 4 are safely in their home in orbit. Kineis 3 and Kineis 5 deployments confirmed. Mission successful, no time to lose, our 50th Electron launch. Welcome to orbit, Kineis. Today's launch was the first of 5 dedicated launches for the team at Kineis, so we can't wait to do it again soon. À tous les bords de Baromaster. Echo écoute. Bravo, écoute. Charlie écoute. Au boulot. On est super content parce que le tir a fonctionné. Donc les 5 satellites ont été bien mis en orbite par le lanceur. L'état d'esprit euphorique, ému. Partager ce moment avec tous mes collègues, c'est un grand plaisir. Ça avait l'air tellement fluide, tellement maîtrisé par Rocket Lab, ça fait plaisir, ils ont fait le taf, c'était super. Un moment très intense avec les petites larmes aussi, tout s'est bien passé. Il y en a beaucoup qui ont l'air contents, hein. Là ils commencent à fêter ça, mais rien n'est gagné, hein. On n'a rien reçu comme signal là, pour l'instant, ça se trouve ils sont perdus, hein. Si on se rend compte qu'on n'arrive pas à dialoguer avec les satellites, ce sera autant de temps de gagner pour moi pour prendre mon temps pour fabriquer les modules. Et ça me laissera un peu plus de vacances pour cet été. Si effectivement ça se met à fonctionner, il faudra que je finisse le boulot, quoi. On attend les premiers bips, mais je fais confiance à nos ingénieurs. Voilà, là maintenant c'est nous qui avons la main. Et là on vient juste d'apprendre, il y a 3 minutes, qu'on a reçu des premiers signaux de premiers satellites. Et donc ça, c'était pas du tout certain qu'on les ait si tôt, donc on est très contents. Ça veut dire que des stations Sol ont capté les signaux de 2 satellites sur les 5 lors du premier passage. Qu'on ait la télémesure dès maintenant, j'avoue que j'y comptais pas dessus, quoi. Nos satellites, ils se sont réveillés, ils ont déroulé tout ce qu'on avait prévu. Ils écoutent, ils répondent, ils font tout ce qu'on a prévu. C'est exactement comme le plan qu'on avait prévu. On va les opérer, on va les chouchouter, on va vérifier qu'ils vont bien et derrière, c'est parti, quoi. On vient d'apprendre qu'on a la télémesure de 4 des 5 satellites, donc que demander de plus? 4 sur 5, ouais, déjà. On n'attend plus que les passages donc, à 23h sur Inuvik, où on devrait pouvoir avoir les signaux du 5e restant. Et après, pendant la nuit, on va mettre toute la mécanique en route, on va tester l'ensemble des stations, la configuration des satellites, etc. Et la nuit va être longue pour les opérations. Et demain à 6h sur le pont pour dérouler la suite et participer, quoi, voilà, simplement. On a popé le champagne, ça vous dirait de venir nous voir avant de passer au PK orbitaux? Avec plaisir. Allez, à tout de suite. Bon ça y est, le premier lancement est un succès, il n'y a plus qu'à le réitérer 4 fois maintenant. La campagne en Nouvelle-Zélande était extraordinaire. C'était une expérience de vie vraiment incroyable. Et malgré la fatigue des 5 semaines et la fatigue du voyage, j'ai pas pu me retenir et je suis allé directement en salle de contrôle et voir les copains pour avoir l'état de santé de nos satellites. Ouais. C'est un aboutissement de toutes ces années de travail. Hein. Ça fait plusieurs fois que je vis un lancement, pas à titre personnel, mais à chaque fois c'est toujours un moment d'intense satisfaction. Et quand les choses marchent bien, c'est un bon moment. Kineis, c'est vraiment, je pense que c'est une nouvelle étape dans la façon de faire du spatial. Faire ce que Kineis aura fait en 4 ou 5 ans, personne ne l'avait jamais fait, 25 satellites en partant de zéro. On a été plus vite, plus fort. Aujourd'hui, on arrive à des satellites qui pèsent à peine 25 kg avec un concentré formidable de techno pour le futur. J'ose à peine imaginer ce que ça sera. On en a beaucoup bavé, on a beaucoup sué, mais on arrive à un résultat où on peut être tous fiers de nous. On est très fiers pour Kineis, on est très fiers pour Toulouse, pour toute la communauté qui s'est construite autour et qui a porté le projet. Réussir à fabriquer leurs 25 nanos, aller lancer les 5 premiers, le segment Sol, le centre de mission, tout ça, ça marche bien et c'est chapeau, bravo à eux. Les futurs clients de Kineis se doteront pas du tout de la complexité qu'il peut y avoir derrière et on va dire que toutes ces personnes pourraient passer dans l'oubli, mais ils ont travaillé d'arrache-pied en fait pour que ça devienne possible. De l'ingénierie toulousaine, du monde spatial, des nouvelles technologies, de l'investissement intelligent et responsable. On est vraiment très enthousiaste et d'ailleurs dès le mois de septembre 2024, on va mettre en place les premiers capteurs
et lancer les premiers usages. On va commencer à transmettre déjà des données, commencer à apporter des services pour nos clients et c'est le démarrage d'une aventure à laquelle en fait, on croit vraiment depuis le début. En fait. La réussite du lancement, c'est le démarrage d'une nouvelle phase. La société existe, elle offre un service à ses clients et on voit au quotidien, avec des nouveaux clients qui rentrent, le bénéfice que le collectif va pouvoir tirer de Kineis, de cette technologie. Quelque chose qui me fait quand même vraiment lever le matin, ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est vraiment les équipes, c'est vraiment le plaisir de travailler avec ces gens-là. L'expérience Kineis, c'est vraiment une expérience d'équipe, de défis, d'obstacles à surmonter. Tout le monde est solidaire, on sait qu'on peut compter sur les autres. Tout le monde est capable de retrousser les manches et de ramer dans le même sens. Il y a vraiment une dynamique incroyable dans cette équipe que j'ai rarement connue. Le projet Kineis, c'est une première fois à la fois française, à la fois européenne, et au sein d'une équipe finalement de 60 personnes ou presque. Et voilà, c'est une aventure extraordinaire pour moi. Kineis, ça correspond à une vision du spatial, je dirais, utile pour les humains, les animaux y compris. Il y a un petit supplément d'âme au-delà d'avoir permis une belle aventure industrielle, ce qu'elle est, sauver des pêcheurs qui sinon n'ont pas l'information qu'il y a un tsunami. Je trouve que voilà, si on en sauve même quelques-uns, ça valait vraiment le coup de venir sur Kineis. Voilà. On nous parle de la deuxième génération qui va probablement utiliser des fréquences différentes, antennes différentes. Donc j'ai pas fini de voyager, voilà, pour continuer à faire évoluer le réseau Kineis. Moi, j'ai plutôt vocation à retourner au CNES. Mais je ne sais pas ce que je ferai là-bas. Un nouveau challenge, j'espère. Et puis bon, je vais revenir au CNES. C'est moi qui aurai lancé le plus de satellites de tout le CNES. Donc, Je ne pense pas qu'il y aura d'autres gros projets comme ça dans ma carrière. Je suis à quelques années de la retraite. Donc je pense que s'il y a une version 2 une génération de Kineis, je laisse la place aux jeunes. Une fois la constellation mise en service en orbite complète, c'est pas la fin de l'aventure en réalité, c'est plutôt le début. Il va s'agir de faire croître la société, de pouvoir développer toutes les applications dont on a parlé. Donc je crains que le repos ne soit pas exactement pour tout de suite. Je pense que tout comme on n'imaginait pas il y a 40 ans ce que permettrait de faire le système Argos, on n'imagine pas ce que permettra de faire Kineis. On vise quand même à connecter 2 millions d'objets. C'est que le début et on estime que sur la future génération, on pourrait connecter 200 millions d'objets. Aujourd'hui, on continue de défricher et de déchiffrer les besoins pour travailler sur les futures générations de Kineis qui permettront de répondre à des nouveaux besoins, à développer des nouveaux marchés pour toujours proposer une technologie qui est universelle. Le potentiel, il est sans limite et on va continuer d'aller dans l'espace pour améliorer la vie sur Terre.